Bonjour Efriqiya FM, merci de nous rejoindre pour ce numéro spécial d'Écho du Sahara occidental. Un numéro particulier qui s'étendra sur 26 minutes à tout seigneur, tout honneur. On accueille avec beaucoup de plaisir une invitée qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Militante des premières heures et déterminée dans le soutien de la cause sahraoui, elle n'a eu de cesse de défendre et de porter la voix des militants sahraouis et plus particulièrement les détenus d'opinion sahraouis, les oubliés dans les geôles marocaines. Depuis l'affaire de Gdeymizik en 2010, le Maroc a procédé arbitrairement à l'arrestation de plusieurs dizaines de Sahraouis, dont Nerma Asfari. Depuis, pour notre invité, le périple n'a fait que commencer et son combat pour la liberté de son époux. Elle sait, c'est Claude Mangin Asfari, l'épouse de Nerma Asfari et militante pour la cause sahraoui. Alors, Claude Mangin, bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, auditeur de Efriqiya FM, nous avons avec nous sur le plateau, comme je l'ai présenté tout à l'heure, Claude Mangin, épouse de Nerma Asfari, détenue dans les geôles marocaines. Nerma Asfari, depuis 2010, l'affaire de Gdeymizik. Mais nous avons également une deuxième invitée, Jacqueline Fontaine, présidente de l'association pour la promotion du français dans les campements sahraouis. Mesdames, bonjour. Bonjour madame et bonjour Efriqiya FM. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. On est bien ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce numéro de Écho du Sahara occidental, un numéro spécial. Alors, pour commencer avec vous, Claude Mangin, vous faites souvent des allers-retours en Algérie et notamment dans les camps des réfugiés sahraouis. Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ramène en Algérie à nouveau ? Eh bien... Toujours, nous passons évidemment par Alger pour aller à la rencontre du peuple sahraoui en exil à Tindouf depuis 1975. Et nous sommes toujours heureux de rencontrer nos amis de la presse et toutes ces personnes qui sont solidaires avec le peuple sahraoui. Oui. Et là, nous venons particulièrement rencontrer le service culturel de l'ambassade de France et l'Institut français. Et Jacqueline en parlera plus, puisqu'elle est là pour soutenir la formation des professeurs de français dans les collèges de Tindouf, pour aider les enfants à être au top quand ils arrivent au lycée en Algérie, puisque vous savez que les Sahraouis, leur première langue, c'est la langue de leur ancien colonisateur, l'Espagne. Mais la deuxième langue, c'est important qu'ils puissent bien s'exprimer et écrire en français parce que le français est utilisé dans les lycées algériens et que c'est quand même le français qui est encore dominant dans toute l'Afrique du Nord. J'imagine que cette initiative est due à la demande même des Sahraouis qui ont éprouvé le besoin justement que leurs enfants et même des adultes accèdent justement à la langue française pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir communiquer sur leur cause. Qu'ils puissent réussir tout simplement leurs études et aller le plus loin possible, puisque vous savez que pour la RASD, pour la République arabe sahraouie démocratique, leur première priorité, c'est l'enseignement, c'est la formation des jeunes de leur peuple. Oui, en plus, on avait parlé que tout à l'heure en off que justement le peuple sahraoui est un des peuples les plus lettrés. Donc c'est dire que toute l'importance qu'ils accordent à l'enseignement. Malgré des difficultés importantes, puisque c'est un camp de réfugiés, loin de tout. Et que donc le ministère de l'Éducation nationale sahraoui a d'autant plus de mérite, et les professeurs, de permettre à ces enfants d'avoir tous les moyens de poursuivre leurs études et de réussir pour porter plus loin la voix du peuple sahraoui jusqu'à l'indépendance et jusqu'à leur retour dans la mère patrie du Sahara occidental libéré. Très bien. Alors, on va justement développer toute ce programme et de quelle manière vous comptez procéder, bien entendu, avec Jacqueline tout à l'heure, Jacqueline Fontaine. Mais pour l'instant, Claude, on va rester ensemble un petit moment, en tous les cas pour la première partie de cette émission. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Alors, il est vrai que en ce moment, la cause sahraoui est en train de prendre du regain dans les instances internationales. Vous allez
allez voir que, par exemple, pour la Cour de justice, concernant donc ce qu'on appelle le traité avec l'Union européenne concernant le commerce, va être tranché bientôt. Donc, la Cour de justice va trancher et le Front Polisario dit qu'il est très confiant. C'est dire que finalement, ça avance à petits pas, mais en tous les cas, sûrement. On est très près, effectivement, très proche d'aboutir. Il va encore avoir des plaidoiries le 23 et 24 octobre prochain au Luxembourg et pour une décision définitive en mars-avril 2024 enfin. Et nous avons de bonnes raisons de penser que ça confirmera les décisions qui ont été prises en 2016-2017, qui ont dit que le Sahara occidental est un territoire distinct de celui du Maroc et que donc les accords de libre-échange ne s'y appliquent pas et que tout ce qui s'est fait depuis 2012 est illégal. Et malheureusement, un certain nombre de pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, ont fait appel des décisions de 2016-2017. C'est pour ça qu'on a encore perdu du temps. Oui. Mais le droit étant le droit et la Cour européenne de justice étant ce qu'elle est, nous espérons bien qu'en 2024, une autre ère va commencer et pour lesquelles on va pouvoir porter plainte contre les entreprises qui travaillent illégalement et qui exploitent illégalement les ressources naturelles sahraouies depuis des années et qu'il va falloir en particulier qu'ils remboursent tout l'excédent de ce qu'ils n'ont jamais payé puisque tous les produits qui partent du Sahara occidental partaient comme s'ils étaient des produits marocains, donc avec des tarifs préférentiels. Et en fait, ce sont des produits sahraouis et pour lesquels il faut appliquer un autre tarif et il va falloir que le Maroc rembourse. Et donc on va entrer dans une nouvelle phase qui va coûter très cher au Royaume du Maroc. Alors, j'aimerais un petit peu faire un petit... je dirais, on va faire une petite escale avec vous, parce que, bon, on va parler du dossier sahraoui, certes, mais on va aussi parler de Claude Mangin, qui est Claude Mangin, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, même si j'en doute très très fort, parce que je pense que la plupart vous connaissent, les Algériens. Et donc, par le passé, Claude, vous avez été militante pour la cause sahraoui, vous êtes l'épouse de Nerma Asfari. Nerma Asfari, donc depuis 2010, il est en détention, il faut le dire, vous n'arrêtez pas, vous faites un combat sans relâche, pour justement faire entendre la voix des détenus sahraouis et bien sûr celle de votre époux pour qu'il y ait une libération. Donc vous êtes aussi la militante, vous êtes l'épouse d'un militant et les gens peut-être ne savent pas que vous avez également été victime de Pegasus par le passé. Alors racontez-nous un petit peu où en est votre combat pour l'instant. Alors, il est vrai que j'ai rencontré la cause sahraoui bien avant d'avoir rencontré mon mari, puisque c'est dès les années 1990, quand j'étais commissaire général des Guides de France, c'est-à-dire un mouvement de scoutisme féminin français, que nous avons reçu dans nos camps de Jeannette des filles sahraouis, les enfants sahraouis qui venaient en vacances en France. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à cette cause, et comme j'ai toujours été intéressée par les questions de justice, de liberté, c'est vrai que là, je tombais sur une cause exemplaire et que dans les années entre 2001 et 2003, j'ai pu travailler dans les campements de réfugiés en soutien à l'Union de la jeunesse sahraoui pour faire la formation des animatrices dans les centres de loisirs pour enfants et adolescents. Et c'est pendant ces années-là que j'ai rencontré mon mari qui faisait ses études à Paris de droit international. Et que donc j'ai pu non plus aller militer dans les campements de réfugiés, mais du côté du Sahara occidental occupé que j'ai découvert donc en 2003 quand je me suis mariée avec Nama. Ça va faire 20 ans le 20 octobre. Et c'était 2 ans avant le déclenchement de l'intifada aux pieds nus, comme vous le savez, en 2005, où il y a eu ces grandes manifestations, où on a vu un peuple se lever qui n'avait plus peur et qui a été fortement d'ailleurs réprimé. Et des gens comme Aminatou Haïdar qui ont fait 6 mois de prison à cette époque-là. Il y a eu des procès, nous avons envoyé des observateurs. Mon mari a fait plusieurs fois de la prison, jusqu'à finalement le grand soulèvement de 2010 à Agdé-Mizik, dans la banlieue d'El Ayoun, où ce sont près de 20 000 Sahraouis dans 8 000 tentes traditionnelles qui pendant 1 mois ont vécu la vie des anciens nomades
et que ça a été à juste titre considéré comme une grande provocation pour l'occupant marocain qui jusque-là avait pensé convaincre le monde qu'il n'y avait pas de Sahraouis, que les Sahraouis étaient marocains. Et là, subitement, tout un peuple se lève et demande l'indépendance. Et évidemment, ça, ils ne nous l'ont pas pardonné. Ils ont démantelé par la force ce campement donc le 8 novembre 2010. Mon mari, qui était porte-parole de ce camp, a été arrêté la veille, le 7 novembre. Et donc, il ne peut pas avoir fait ce qui lui est reproché, c'est-à-dire d'avoir tué 11 agents de des forces d'occupation marocaines. Et pour lesquels il est condamné à 30 ans de prison. Et depuis cette période, je me bats avec bien d'autres, parce que à la fin, ça a été 24 Sahraouis qui ont été emprisonnés au Maroc et qui ont subi 2 procès après avoir été torturés. Et que finalement, il y a 6 parmi eux qui ont été condamnés, pour lesquels le Maroc a été condamné pour torture. Et ça aussi, on ne nous le pardonne pas. Et donc, Nama et moi, on est un peu le symbole de cette lutte, qui fait que moi aussi, parce que je suis mariée à un Sahraoui, je n'ai pas le droit d'aller au Maroc. Je suis interdite de séjour, comme vous le savez, au Maroc. Si on parle du roi, du Sahara... Vous avez été combien de fois ? J'ai été expulsée 5 fois depuis 2016. Voilà, et j'ai pu y aller une fois en 2019 après une grève de la faim de 30 jours. Oui. Et depuis, j'ai de nouveau été expulsée et donc je n'y vais plus puisque les tribunaux administratifs marocains ont décrété que j'étais un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Et que même les grands amis du Maroc qui essayent de plaider ma cause pour seulement aller voir mon mari n'obtiennent pas cette autorisation. Donc c'est vraiment... la cause sahraoui est vraiment une cause pour laquelle les autorités marocaines sont intransigeantes et ne laissent même pas une épouse aller voir son mari en prison, qui est déjà en prison depuis 13 ans. Oui, et ça fait 7 ans que je ne l'ai vu qu'une fois en 7 ans. Claude, puisque vous nous parliez effectivement du fait que vous n'avez pu voir ou vous n'avez pas vu votre époux depuis des années, alors est-ce qu'il y a un autre moyen où vous avez pu le contacter, c'est-à-dire le téléphone, et de quelle manière cela se fait ? Donc effectivement, nous avons quand même la chance de pouvoir nous parler 2 fois par semaine, grâce au téléphone de la prison, avec un gardien francophone qui doit être obligatoirement là. Et pendant plusieurs années, nous avions droit à 5 minutes. En ce moment, c'est un petit peu plus. Et donc, c'est effectivement très précieux, pour lui et comme pour moi, de pouvoir nous entretenir et de parler, évidemment, de ce qu'on vit chacun. Que vous dit-il lui, il m'encourage toujours. Et puis, comme il lit beaucoup de philosophes, il me défend le stoïcisme et m'apprend à prendre du recul, parce que lui, il est en prison, mais moi, je suis toujours sur la brèche pour essayer de faire connaître la cause sahraoui et obtenir la reconnaissance du droit international, tandis que lui, son travail, c'est d'être en prison pour dire que ce peuple existe et que pour ça, ils sont prêts à se sacrifier et même à rester en prison toute leur vie. Est-ce qu'il a un bon moral ? Alors lui, il a la chance, grâce à cette philosophie stoïcienne, eh bien, il tient. Et c'est pas le cas de ses camarades qui sont détruits psychiquement par la torture qu'ils ont subie, mais aussi par l'éloignement de leur famille, puisque comme vous le savez, contrairement au droit international, ils devraient être emprisonnés au Sahara occidental, et ils sont près de 2000 km loin de chez eux, et ils ont droit qu'à 15 minutes de visite par semaine, ce qui fait que leur famille ne vient pas, et que pour ceux qui ont des enfants, c'est un vrai drame, parce que ça fait 13 ans que ça dure. Et ça n'est pas près de s'arrêter, manifestement. C'est pour ça qu'on est là, pour dire que ça ne doit pas continuer et que le droit international doit passer. Oui. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vous avez quand même enduré beaucoup de souffrances et que votre chemin a été très long, que vous continuez votre combat avec beaucoup de détermination. Vous êtes passé par des grèves de la faim qui étaient assez dures pour juste pouvoir voir votre mari. Et donc que cela ne vous désespère pas du tout. Et c'est ce qui, en vous, plutôt, est un signe de caractère qui est très, très louable. Vous avez été également, Claude Mangin, victime de Pegasus. Lorsque on sait très bien que l'affaire a éclaté, plusieurs chefs d'État, plusieurs responsables de syndicats, plusieurs chefs de parti ont été les victimes. Apparemment, vous étiez une victime, mais vous ne le saviez absolument pas. Disons que j'ai été surveillée pendant 9 mois et depuis le
le mois d'octobre 2020, jusqu'à ce que, effectivement, le 21 juillet 2021, le Forbidden Stories, ce collectif de journalistes, découvre le poteau rose et disent au monde entier que Pegasus avait été utilisé de manière massive en France, en Algérie, et que le Maroc était derrière, et qu'il utilisait ce logiciel fabriqué par Israël pour surveiller tout le monde, depuis M. Macron et 11 de ses ministres jusqu'à une militante comme moi, lambda. Ça, c'est vous qui le dites, et aussi les journalistes, par exemple, Mediapart, l'Humanité, Le Monde, le Canard enchaîné ont été surveillés, les avocats, ce qui est un vrai drame parce que leurs sources ne sont pas protégées. Et puis aussi, même le Maroc a même osé porter plainte contre ces journaux et contre ces journalistes, alors que c'est illégal. Et d'ailleurs, ils ont été déboutés. Mais ça leur a permis entre-temps d'apparaître comme des victimes, puisqu'évidemment, ils ont dit qu'ils étaient les victimes d'un complot international. Donc, ils essayent de retourner l'affaire, mais personne n'est dupe. Et qui d'autre que les Marocains aurait l'intérêt à surveiller Claude Mangin, si ce n'est eux, puisque moi, il n'y a pas de raison que je sois surveillée particulièrement. Et les avocats de Claude Mangin. Et voilà, comme par hasard. Et le maire d'Ivry et le représentant du Polisario en France, ce sont nos téléphones qui ont été infectés les uns par les autres. Oui. Et on a tous porté plainte. Oui, puisqu'il y avait des dossiers qui ont fuité, des dossiers top secrets, donc qui ne devaient absolument pas être connus, mais que, à cause de Pegasus, ces dossiers ont fuité, qui étaient d'une grande importance. Alors, aujourd'hui, j'aimerais revenir de là où j'ai commencé avec vous, Claude Mangin, c'est-à-dire la raison de votre visite. Il s'agit d'un programme, justement, de l'association pour la promotion du français dans les campements sahraouis. Alors, les campements sahraouis, parlons-en. Ce sont des campements où, effectivement, beaucoup de Sahraouis vivent, mais dont le minimum vital, généralement, n'est pas présent. Et cela n'empêche pas ces Sahraouis quand même d'aspirer à une meilleure culture, à un enseignement. N'est-ce pas, Jacqueline Fontaine? Oui, effectivement, l'enseignement est mis en place dans les campements sahraouis, l'école maternelle, l'école primaire et le collège. Pour ce qui est du lycée, les élèves vont dans les lycées algériens. Donc là, le travail de formation des professeurs de français concerne les professeurs de français des collèges, puisque les élèves sahraouis commencent l'apprentissage de la langue française à leur entrée au collège. Oui, allez-y. Oui, alors j'allais dire d'où vous est venue l'idée justement d'aller promouvoir du français dans les campements français, dans les campements sahraouis. C'est parce que j'ai bien compris tout à l'heure dans notre discussion que c'était parce qu'il y avait une demande de Sahraouis justement sur les campements. Oui, bien sûr, il y a eu une demande. Alors moi, je prends un programme qui était déjà en route avec l'association des Amis de la Race. J'ai intégré ce programme avant. Donc vous êtes justement membre des Amis de la Race. Je suis membre des Amis de la Race, et c'était à la demande des autorités sahraouies, bien sûr, puisque les autorités sahraouies ont constaté que les enfants sahraouis avaient des problèmes au lycée en Algérie parce qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment le français. Oui. Et ils ont voulu que les collégiens puissent apprendre le français. Oui. Mais ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'enseignement dans les collèges est difficile pour les professeurs. Il n'y a pas d'outils pédagogiques. Il y a peu de moyens. Le HCR... c'est le HCR qui, normalement, pourvoit à ce dont les élèves ont besoin, mais ils n'ont pas tout ce dont ils ont besoin, et les classes et les collèges sont très peu équipés. Donc c'est un travail très difficile pour les professeurs. Il y a un problème de recrutement, parce qu'il faut trouver des professeurs qui maîtrisent déjà un minimum la langue française. La guerre ayant repris, des professeurs ont quitté les collèges pour reprendre les armes. Donc c'est vraiment les conditions sont vraiment très difficiles. Et pourtant, l'enseignement du français se fait dans les collèges. Oui, et surtout, c'est qu'il y a quand même une détermination à vouloir absolument aller jusqu'au bout de ce programme. Alors, question très importante, quand on a des projets comme ça ou des programmes à mettre en œuvre, il faut aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire les financements. D'où puisez-vous vos financements? Est-ce que, par exemple, il y a des associations
où les Nations Unies, comme par exemple le HCR ou un autre organisme onusien, vient à la rescousse ou pas? Eh bien, pas du tout pour le moment. Parce qu'on est, on est une émanation des Amis de la race qui est très connotée politiquement. Donc il y a beaucoup de financements on nous a jamais dit non, on nous a toujours dit présenter des dossiers, mais le HCR on n'a jamais rien eu. L'ambassade de France on a eu un peu et en ce moment on n'a plus, on espère avoir à nouveau. Et donc c'est plutôt de l'argent militant, des personnes qui font des dons, des collectivités territoriales ou des ONG comme le CCFD ou alors deux fondations qui nous ont soutenus et la ville d'Ivry qui est une grande amie de la cause sahraoui. Il y a même, je crois, toujours soutenu souvent, enfin dernièrement, parce que à chaque fois, on recherche... Il y a même une histoire de jumelage, il me semble, avec le Sahara occidental. Oui, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été, ou il y a des enfants qui partent en colonie, justement, pour... ça fait des années que ça ne se fait plus. Depuis 1980, le premier jumelage entre la ville du Mans et une des daïras de la wilaya de Smara, à Ouza. Et donc, effectivement, il y a plusieurs villes françaises qui se sont jumelées avec des daïras sahraouis. Et dernièrement, la ville d'Ivry s'est jumelée avec la daïra de Mégic dans la wilaya d'Aoussert. Donc, il y a eu une signature à Ivry en novembre 2022. Et le maire est venu en 2023 avec un groupe de militants. On était 52, dont 3 villes, Rezé, Vitry et Ivry, avec des adjoints au maire qui étaient là, et nous avons procédé à cette signature. Donc c'était le premier jumelage depuis 30 ans, parce que c'est très difficile en France. Comme vous le savez, la diaspora marocaine est extrêmement présente et extrêmement militante, et pas pour la liberté, ni pour défendre... les valeurs universelles, mais bien au service de la propagande marocaine qui veut empêcher le peuple sahraoui d'exister. Et donc, la ville d'Ivry, avec un maire très militant, très engagé, ne s'en laisse pas compter. Très espionné sur Pegasus. Et donc aussi très espionné. Ils ont même essayé, au cœur même du conseil municipal, d'empêcher la parole, parce qu'il y avait une élue française d'origine marocaine qui, comme par hasard, malgré le fait qu'elle soit élue française, utilise un agenda très marocain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est inadmissible, puisque les Marocains sont venus en France, je pense, pour vivre mieux. Pourquoi ils empêchent les Sahraouis d'accéder à cette liberté à laquelle eux-mêmes sont parvenus à la fin de la colonisation? Et on peut dire que les élus franco-marocains ont un grand pouvoir en France, justement, pour promouvoir la politique marocaine de leur pays, d'occupation du Sahara occidental principalement. Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir justement pour pouvoir influer sur des décisions, par exemple, des autorités en place, même si c'est des autorités locales? D'où tient-il ce pouvoir? On laisse faire, et on a la preuve. Moi, c'est la France qui laisse faire. J'étais élue dans une région, on avait organisé un colloque sur le Sahara occidental, on a été envahi par des Marocains envoyés par le consul du Maroc. Pour vous empêcher dont des élus franco-marocains, déjà pour nous empêcher. Moi, j'ai eu de l'intimidation, déjà pour nous empêcher. Et ensuite, comme on a maintenu, pour perturber le déroulement du colloque. Ça vient de se passer dans la ville d'Aubenas, le 8 septembre, où une soirée organisée par Amnesty International, excusez du peu, sur le Sahara occidental, une soirée d'information. La soirée a été annulée par la préfecture, disant qu'ils ne pouvaient pas assurer notre sécurité. Et tout ça, on a compris ensuite que c'était à l'initiative du 6e adjoint au maire, d'origine marocaine. Donc ça veut dire que non seulement le Maroc est souverain chez lui, mais il est un peu trop souverain en même France. Ailleurs. Et ils nous empêchent de parler, et ils empêchent les Sahraouis de faire leur travail de popularisation de leur cause, alors que c'est une cause qui est devant l'ONU, et qu'ils ont bien raison de continuer à se battre pour que ce droit soit appliqué. Alors, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est que
Effectivement, on voit que donc des Français d'origine marocaine sévissaient ou avaient un petit peu carte blanche, comme vous le disiez, parce qu'ils pouvaient aussi le faire en France. Avant, on disait souvent que la France soutenait justement si vous voulez, cette position marocaine. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que la vapeur a un peu tourné. Est-ce que vous pensez que ça va jouer en faveur du Sahara occidental ou est-ce qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer? Nous, on espère bien que le dernier épisode, à l'occasion de ce séisme très meurtrier qui a atteint des régions reculées du Maroc, très défavorisées, et qui a vu que la France était pas la bienvenue pour soutenir pour venir aider au déblaiement des blessés du séisme. Et on a vu que le Maroc avait refusé l'aide de la France. Ça veut dire que sur cet événement, les autorités marocaines ont instrumentalisé la misère de leur propre peuple, de son propre peuple, pour empêcher la venue des secours des Français qui le fait pour tous les pays du monde, quand ils ont des équipes faites pour ça. Donc c'était quand même extraordinaire de cette manière de faire. Et tout ça pour se venger, apparemment, du fait que la France n'a pas été, comme l'Espagne et l'Allemagne, jusqu'à dire que l'autonomie était la solution. Donc vous voyez comment le Sahara occidental, et cette fois ça a été dit sur tous les médias français, que c'est vraiment la question du Sahara occidental qui encombre la relation franco-marocaine. Oui, oui. Alors, je viens d'apprendre aussi qu'il y a quand même, rappelez-vous, en tous les cas, c'est une information, c'est qu'il y a les assemblées générales à l'ONU, la question sahraoui est examinée à la 4e commission de décolonisation du suivi politique, et Antonio Guterres l'a annoncé donc ce matin. Démarre aujourd'hui. Voilà, ça démarre aujourd'hui. J'y étais l'année dernière comme pétitionnaire avec le député français Jean-Paul Lecoq. Vous faites bien de le dire. Aujourd'hui, c'est Saïd Ayachi, donc le président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui, qui est sur place et qui vient donc de signer cette pétition, et ils vont la remettre à cette commission de décolonisation. Voilà. C'est vraiment... C'est la 4e commission, donc il y a 27 pays qui font partie de cette commission, et chaque année, il y a une 60aine de pétitionnaires qui viennent de tous les pays du monde, 30 en faveur des Marocains et 30 en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et c'est un grand moment où nous pouvons nous exprimer sur cette question de décolonisation. C'est vraiment le lieu, et c'est le problème, la question sahraoui, qui est la question la plus importante. Ça dure pendant 3 jours. Oui. Et on a 4 minutes chacun pour s'exprimer, et c'est un grand moment. Oui, elle sera signée demain en tous les cas. Apparemment, Jacqueline, ça semble être très déterminant pour l'avenir de la question sahraoui. Jacqueline, qu'en pensez-vous ? Oui, certainement. certainement. Oui, certainement. Mais c'est chaque année. Oui, ouais, c'est chaque année, et on sait bien que le temps politique est long, donc déterminant. Disons que faut espérer que ça fera avancer un peu la cause sahraoui. Tant que cette commission existe et fait intervenir tous ces militants pour toujours réaffirmer ce droit à l'autodétermination, eh bien, on espère que le 18 octobre, je crois, la question du Sahara occidental sera examinée au Conseil de sécurité, comme chaque année en octobre, et que la visite de M. de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a pu enfin aller, après 2 ans, dans les territoires occupés, pourra faire son rapport, et que peut-être qu'avec tout ça, la France aura une position de neutralité positive, c'est-à-dire qu'elle laissera faire la résolution. Voilà. Peut-être qu'on aura une bonne surprise grâce au séisme. En tous les cas, on l'espère. C'est ce qu'on souhaite pour le peuple sahraoui. Alors, j'allais dire, en ces temps de grandes turbulences sur le continent africain, avec tout ce qui se passe comme bouleversement, comme changement, quel est le rôle que pourrait jouer, ou quelle place pourrait avoir la question sahraoui pour l'éveil des consciences? Et comme on le disait tout à l'heure, donc Claude Mangin, que la question sahraoui n'est pas réellement très connue dans le continent africain pour plusieurs paramètres que tout le monde connaît. Mais oui, en fait, la jeunesse africaine est très importante en nombre,
Et cette question qui remonte à la fin de la période de décolonisation, c'est-à-dire les années 75, pour eux, c'est l'Antiquité. Et donc, d'une part, il n'y a pas eu de transmission. Et puis, d'autre part, tous les pays du précaré français ont eu tendance à être manipulés par le royaume du Maroc pour que, grâce à un certain nombre de dons, les autorités de ces pays votent à l'ONU en faveur du Maroc. Et aujourd'hui, où justement tous ces États sont en train de tomber, d'être remplacés par des juntes militaires, il est important qu'une chaîne comme la vôtre, Ifriqiya FM, puisse donner toutes ces informations à la jeunesse africaine pour qu'elle se trouve solidaire avec cette dernière colonie d'Afrique, tout ce peuple sahraoui qui, lui, n'a pas encore eu la chance d'obtenir l'indépendance qu'eux-mêmes vivent depuis 60 ans maintenant. Très bien. Alors, mesdames, comme l'émission donc tire à sa fin, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vous donnerai chacune un petit peu le dernier mot pour que vous me dites un petit peu vos impressions, ce que vous en pensez, quels sont justement vos projets et vos aspirations. Alors, je commence par Jacqueline Fontaine. Oui, ben moi, je garde ma spécialité, mais aussi parce que c'est mon cœur de métier. J'étais enseignante et c'est quelque chose que je sais faire. Et que vous portez bien. Voilà, donc mon projet, c'est d'apporter le soutien dont les professeurs ont besoin, matériel et pédagogique. Et puis aussi, on a une demande, ce qui est très intéressant, une demande de la part des journalistes sahraouis qui souhaitent aussi pratiquer la langue française, donc qui nous demandent une formation à la langue française. Donc on a ce projet de mettre ça en place. Là, je pars prochainement sur ce sujet et j'espère que c'est quelque chose qu'on sera capable de faire, qu'on trouvera les moyens de le faire. Hein. Il y a deux choses à faire. Oui. Il faut être capable de faire, avoir les compétences et trouver les financements pour le faire. Et c'est notre projet. Et puis on a mis en place, alors on a commencé cette année au mois de mai un événement culturel, les Journées de la langue française, qu'on espère qui s'est très bien passé, avec forcément des lacunes, et on sait maintenant ce qu'il faudra faire pour que ce soit encore mieux, et on espère l'inscrire dans le temps et le renouveler régulièrement. Donc il y aura une édition 2024. Très bien, c'est ce qu'on leur souhaite en tous les cas. Claude ? Moi, je dirais que l'importance qu'a une chaîne comme la vôtre pour justement que tout ce combat pour la justice et la vérité d'un peuple extrêmement résilient qui, depuis 1975, se bat pour sa liberté. Alors, c'est vrai qu'en Algérie et en Afrique, ce sont tous des peuples qui se sont battus pour leur liberté. Et donc, cette solidarité doit se manifester. Et Ifriqiya.fm est un vecteur de diffuser l'information parce que c'est ça qui nous manque. L'information ne passe pas. C'est une question taboue. Le peuple sahraoui ne devrait pas exister, est invisible, est rendu invisible. Et vous pouvez, grâce à cette émission, permettre que cette cause soit connue et aboutisse enfin positivement pour que ce peuple qui lutte et qui résiste puisse enfin construire son avenir, comme il est en train de le faire dans les campements de réfugiés, où cette République sahraoui se construit avec de grandes difficultés, mais aussi avec le soutien de l'État algérien. Merci beaucoup, Claude Mangin. C'est également grâce à des personnes comme vous, Jacqueline Fontaine et Claude Mangin, dont le combat ne se termine pas et qui est sans relâche jusqu'à la libération de tous les détenus de Gdeymizik, y compris Naama Asfari. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Écho du Sahara occidental. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également notre réalisateur Hafad Fokhar et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental sur Ifriqiya FM. Au revoir.